Nous sommes le 13 août 2010. Un alpiniste autrichien aguerri passe un appel téléphonique par satellite depuis le camp de base du K2 à son équipe de soutien restée au pays. Quand ils ont décroché, sa voix tremblait de joie et de larmes alors qu'il annonçait « Je l'ai fait ». C'était Christian Stangl et il venait d'accomplir l'un des exploits d'escalade les plus extraordinaires. Une ascension rapide en solo du K2, la montagne la plus dangereuse du monde. Son équipe éclate de joie. Les photos du sommet étaient époustouflantes. Chaque magazine d'alpinisme en Europe voulait son histoire. C'était l'exploit d'une vie. Il y avait juste un problème. Tout était parfait. Trop parfait. Et parfois, quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est parce que ça l'est. Et ce qui va se passer ensuite va révéler un problème bien plus profond que l'ambition d'un seul homme. Un problème qui montre jusqu'où le désespoir peut pousser même les alpinistes les plus expérimentés du monde. D'un alpiniste autrichien adepte des ascensions rapides, dont la tentative de record a défié les lois de la physique, à un médecin espagnol qui s'est retrouvé à seulement 12 mètres du sommet du K2, voici les plus grands mensonges du K2 jamais filmés. Bienvenue dans l'extrême. Alors, Christian Stangl sort de sa tente au camp de base du K2 le 13 août 2010. Il est épuisé. Il est sur cette montagne depuis des semaines et il s'apprête à passer le coup de fil le plus important de sa vie. Maintenant, avant de vous dire ce qui s'est passé lors de cet appel, vous devez comprendre qui est Christian Stangl. Ce n'était pas n'importe quel type qui a décidé de grimper une montagne le week-end. Christian était un alpiniste professionnel autrichien qui grimpait depuis plus de 20 ans. Il avait d'importants sponsors comme Mammut qui le soutenait. Il avait déjà gravi 3 des 14 plus hauts sommets du monde, le tout sans la moindre controverse. Mais Christian n'était pas qu'un alpiniste d'altitude, c'était aussi un vrai démon de la vitesse. En 2006, il a gravi l'Everest depuis le camp de base jusqu'au sommet en seulement 16 heures et 42 minutes. Ce n'est pas seulement rapide, c'est surhumain. Dans les Andes, il était absolument inarrêtable. À la fin des années 1990, il a gravi 9 sommets de plus de 6000 mètres en seulement 18 jours. Puis, il est revenu et a gravi 10 sommets de 6000 mètres en 7 jours en 2005. Puis, en 2008, il est allé encore plus loin et a gravi 4 sommets de plus de 6000 mètres en une seule journée. Beaucoup le surnommaient le Skyrunner car il gravissait les montagnes en courant, pas seulement en grimpant. Alors que les autres alpinistes mettaient des semaines à s'acclimater et à progresser lentement, Christian battait des records de vitesse qui semblaient défier les lois de la physique. Alors, lorsque Christian a annoncé son projet des 7 Second Summits au milieu des années 2000, le monde de l'alpinisme n'a presque pas bronché. Je veux dire, on parlait de Christian Stangl. Le défi des 7 Second Summits, en gros, c'était qu'il voulait être la première personne à gravir la 2e plus haute montagne de chaque continent. Et il voulait le faire plus vite que quiconque ne l'avait jamais fait auparavant. C'était un projet assez ambitieux pour n'importe quel alpiniste, mais si quelqu'un pouvait réussir, c'était lui. En 2010, il avait déjà conquis 2 sommets classés 2e, l'Aconcagua en Amérique du Sud et le mont Vinceau en Antarctique. Comme prévu, il avait établi des records de vitesse sur les 2 continents. Donc, sur le papier, le K2 aurait dû être juste une autre case à cocher pour Christian, la 2e plus haute montagne d'Asie, la 3e pièce de son ambitieux puzzle. Mais le K2 était différent. Petit détour dans ce chaos. Si vous souhaitez faire partie de la communauté extrême, avoir un accès anticipé à nos vidéos et à des sondages exclusifs, rejoignez-nous sur Patreon. Le K2 n'est pas l'Everest. L'Everest est peut-être plus haut, mais le K2 c'est plus redoutable. Alors que l'Everest tue à cause de la surpopulation et de choix hasardeux, le K2 tue, point final. La montagne a un taux de mortalité d'environ 25%, ce qui signifie que un grimpeur sur 4 qui tente l'ascension meurt sur la montagne. Tu sais ce que ça veut dire ? Autrement dit, si toi et 3 amis tentez le K2 statistiquement, l'un de vous ne reviendra pas. Ça fait un taux de mortalité de 25%, alors que le taux de mortalité de l'Everest tourne autour de 1% et que la plupart des décès surviennent dans la zone de la mort, au-dessus de 8000 mètres, le K2 peut tuer des alpinistes à toutes les altitudes à cause des dangers objectifs. Des avalanches surgissent de nulle part et emportent des équipes entières d'alpinistes dans l'oubli. Des parois de glace s'effondrent sans prévenir. La météo peut devenir mortelle en quelques minutes. Contrairement à l'Everest, qui dispose de fenêtres météo établies et d'une infrastructure étendue, le K2 n'offre aucune marge d'erreur et pratiquement aucune possibilité de secours au-dessus du camp de base.
Et Christian le savait mieux que la plupart des gens, car 2 ans plus tôt, en 2008, il se trouvait sur le K2 lorsqu'une des pires catastrophes de l'histoire de l'alpinisme s'est produite. 11 personnes sont mortes en une journée quand une avalanche de glace a détruit toutes les cordes de sécurité dans une section nommée le goulot d'étranglement. Christian s'en est à peine sorti vivant. Nous sommes donc en 2010 et Christian est de retour sur cette montagne qui a failli le tuer. Il est là depuis des semaines et les conditions ont été absolument terribles. Les autres équipes ont abandonné et sont rentrées. La montagne est quasi fermée en raison du mauvais temps et de la neige instable. Mais malgré cela, le 13 août, Christian prend son téléphone satellite et appelle son équipe de soutien en Autriche. Et quand ils répondent, sa voix tremble, que ce soit à cause de l'épuisement, de l'altitude ou de l'adrénaline pure. Et il dit les mots qui allaient tout changer. Je l'ai fait. J'ai atteint le sommet du K2 en solo, en 70 heures d'assidulatio. Maintenant, son équipe en Autriche devient complètement folle. Il célèbre. Il contacte les médias car ce que Christian affirme était presque impossible. Une ascension rapide du K2 en solo, en 70 heures, ce n'est pas seulement battre un record, c'est réécrire ce qui est humainement possible. L'histoire a fait l'effet d'une bombe dans le monde de l'alpinisme. Xweb, le site d'actualité d'escalade le plus respecté, en a fait sa une. Le magazine Climbing l'a mise en avant, les publications européennes d'alpinisme se sont emballées pour plusieurs raisons. C'était la seule ascension réussie du K2 jusqu'au sommet de toute la saison 2010 et il avait été atteint par l'un des leurs en un temps record et Christian avait la photo pour le prouver. Le voilà debout au sommet du K2, l'air fatigué mais triomphant avec toutes ces montagnes pakistanaises qui s'étendent derrière lui. L'image était saisissante, digne d'un alpiniste au sommet de la montagne la plus dangereuse du monde. La photo semblait authentique. L'arrière-plan correspondait à ce qu'on s'attendrait à voir depuis le sommet du K2. Son équipement avait l'air authentique. Tout semblait en ordre. Sauf que ce n'était pas le cas. Quelques heures après la publication de cette photo, des alpinistes du monde entier fixent leurs écrans d'ordinateur et quelque chose ne colle pas. Vous voyez, il existe des forums en ligne où traînent les vrais alpinistes. Et ces gens-là connaissent les montagnes. Ils sont déjà allés au K2. Ils savent à quoi ressemble le sommet. Alors, ils commencent à comparer la photo de Christian à d'autres photos du sommet du K2 et ils remarquent quelque chose d'étrange. L'arrière-plan ne correspond pas. Là, ce n'est pas comme repérer une différence entre 2 images dans un magazine pour enfants. Ces personnes analysent l'angle du soleil, les ombres et la façon dont les autres montagnes s'alignent au loin. Et ils ont immédiatement trouvé des problèmes. L'angle était incorrect, la perspective n'était pas bonne. L'éclairage suggérait que la photo avait été prise à une altitude complètement différente, peut-être jusqu'à 900 mètres plus bas que le véritable sommet. Mais voilà le problème. Christian Stangl n'était pas un amateur. C'était un homme qui grimpait depuis des décennies. S'il avait voulu truquer une photo de sommet, il aurait sûrement fait un meilleur travail que ça, non ? Eh bien, Xweb, qui est en gros le site d'actualité d'alpinisme le plus respecté au monde, était en train de préparer une analyse détaillée montrant que la photo de Christian est fausse. Ils ont des experts, des données GPS et des comparaisons avec des dizaines d'autres photos de sommets. Ça va être l'enquête la plus dévastatrice de toute l'histoire de l'alpinisme. Mais avant de le publier, ils font ce que de bons journalistes font. Ils offrent à Christian une ultime chance de s'exprimer. Ils l'appellent et lui disent « On va prouver que ta photo est fausse, tu veux réagir ?» Et c'est là que Christian Stangl fait quelque chose que personne n'avait vu venir. Il a craqué. Au lieu de contester les accusations ou de fournir des preuves supplémentaires, il a avoué. Pas lors d'un appel téléphonique privé, pas dans une déclaration discrète à ses sponsors. Christian passe sur la chaîne publique autrichienne, ORF, qui est l'équivalent autrichien de la BBC. Et devant tout le pays, il admet qu'il n'a jamais atteint le sommet du K2. Mais c'est là que cela devient étrange. Son explication pour avoir menti est presque plus choquante que le mensonge. Christian a affirmé qu'il était entré dans ce qu'il appelait un état de transe provoqué par le stress et la peur de l'échec. Il a dit que dans cet état mental confus, il s'était vraiment convaincu qu'il avait atteint le sommet, même si ce n'était pas le cas. Il a admis que la photo du sommet avait été prise au camp 3 à environ 900 mètres sous le véritable sommet. Maintenant, je suis sûr que vous vous demandez si c'est vraiment possible ou simplement une anomalie particulièrement étrange. Eh bien, voilà le problème. J'ai fait des recherches et il existe des conditions médicales légitimes pouvant expliquer ce que Christian a affirmé.
À des altitudes extrêmes, votre cerveau est privé d'oxygène, ce qui peut causer de graves problèmes, de la confusion, des troubles de la mémoire, un mauvais jugement, voire des hallucinations. Ajoutez à cela des jours de privation de sommeil, un stress lié au danger de mort et la peur écrasante de l'échec, et votre esprit peut commencer à vous jouer de sacrés tours. Il existe quelque chose qu'on appelle la réaction aiguë au stress, où les personnes sous une pression psychologique extrême peuvent vivre ce qu'on appelle la dissociation. Ils se sentent détachés de la réalité ou de leurs actions. Dans les cas graves, certains créent de faux souvenirs pour gérer le traumatisme. Cela peut arriver à tous, même aux alpinistes. Cela touche les athlètes de haut niveau sous une pression écrasante, le personnel militaire en situation de combat et vraiment toute personne poussée à sa limite absolue. Donc, d'un point de vue médical, il est possible que l'esprit de Christian ait créé cette fausse réalité pour le protéger de la réalité dévastatrice de l'échec. Mais voici le problème avec cette explication. Christian n'avait pas seulement un vague souvenir du sommet, il avait une histoire détaillée et la photo prête à montrer. Il a passé des appels coordonnés à son équipe à des horaires précis. Et des détails. Alors, était-il vraiment en transe, même un instant, ou était-ce simplement un mensonge très élaboré qu'il pensait pouvoir faire passer ? Je vous laisse décider. Quand la nouvelle a éclaté, la communauté des alpinistes a explosé. Ceux qui connaissaient Christian depuis des décennies étaient stupéfaits. C'était un homme respecté et digne de confiance, mais il avoue maintenant l'un des mensonges les plus élaborés de l'histoire de l'alpinisme. Des alpinistes présents au camp de base cette saison affirment n'avoir jamais vu de preuve que Christian soit allé au-delà du camp, ainsi tué à peine au-dessus du pied de la montagne. Aucune trace dans la neige au-dessus des camps inférieurs. Personne ne l'a vu tenter d'atteindre le sommet. Certains se sont même demandé si Christian avait réellement tenté l'ascension du K2 cette année-là, ou si toute l'histoire avait été inventée dès le départ à l'aide d'anciennes photos de ses précédentes expéditions. Ses sponsors devaient décider quoi faire. Certains sont restés avec lui disant comprendre la pression qu'il subissait. D'autres ont discrètement coupé les liens et se sont éloignés du scandale. Maintenant, la plupart des gens pris dans un mensonge aussi énorme disparaîtraient. Peut-être qu'ils partiraient à vivre dans un autre pays, changeraient de carrière et ne parleraient de plus jamais d'alpinisme. Mais Christian Stangl a fait quelque chose que personne n'attendait. 2 ans plus tard, en 2012, il est retourné au K2 et cette fois, il l'a vraiment gravi. Le 12 juillet 2012, Christian et un alpiniste polonais nommé Adam Bilecki ont entamé leur ascension finale vers le sommet depuis le camp 3 à environ 7300 mètres d'altitude. Et 23 heures plus tard, ils se tenaient au véritable sommet du K2. Mais Christian ne prenait aucun risque cette fois-ci, il savait que tout le monde le surveillerait. Tout le monde serait sceptique, alors il a relevé les coordonnées GPS 21 fois pendant l'ascension. Il a enregistré une vidéo à 360 degrés depuis le sommet, il a tout documenté. La rédemption était complète. L'homme qui avait été démasqué comme un imposteur était revenu affronter ses démons et conquérir véritablement la montagne qu'il avait brisée. « J'ai l'impression d'être né de nouveau », a déclaré Stangl après sa descente réussie. Et tu sais quoi ? Je le crois, parce qu'il faut un courage incroyable pour retourner à l'endroit où tu as échoué si publiquement, où tu t'es humilié devant le monde entier et accomplir réellement ce que tu avais faussement prétendu avoir fait. Mais l'histoire de Christian Stangl n'était que le début, car 3 ans plus tôt, une autre fraude liée au K2 s'était produite, encore plus controversée, encore plus étrange et d'une certaine manière encore plus compliquée. Nous sommes le 19 juillet 2009 et Jorge Egochiaga se tient plus près du sommet du K2 qu'il ne l'a jamais été dans sa vie. Jorge n'était pas un adepte de sensations fortes cherchant sa prochaine montée d'adrénaline. Cet homme était un médecin espagnol de 42 ans, il était spécialisé en médecine du sport et enseignait à l'université d'Oviedo. C'était un alpiniste expérimenté, souvent médecin d'expédition et participant à des sauvetages en haute altitude. À cette époque, il avait déjà gravi 8 des 14 plus hauts sommets du monde. En d'autres termes, c'était un homme qui avait passé des années à escalader des montagnes et qui était vraiment doué pour ça. Mais le K2 avait été son obsession. Ce rêve presque impossible auquel il ne pouvait pas renoncer. Il avait essayé de l'escalader pour la première fois en 2001 et avait échoué. Mais maintenant, après des semaines d'escalade, des mois de préparation, des années à rêver de ce moment, il y était presque. Presque. Georges leva les yeux vers les derniers mètres jusqu'au sommet et ce qu'il vit lui glaça le sang. Le sommet était recouvert de ce que les alpinistes appellent une plaque à vent, en gros de la neige qui paraît solide, mais qui est en réalité creuse en dessous. Et quand Jorge a marché dessus, cela a fait ce bruit de craquement que tout alpiniste expérimenté sait reconnaître. Cela signifie une seule chose, le danger. Un faux pas,
et cette neige pouvait s'effondrer, l'envoyant chuter de plus de 1000 mètres vers la mort. Alors, Jorge Egochiaga a pris une décision qui allait le hanter pendant les 14 années suivantes. Il s'est arrêté, il a pris une photo montrant où il se trouvait, à seulement 12 mètres du sommet, et a enregistré ses coordonnées GPS. Puis, il a fait demi-tour et a commencé à redescendre. Pour Jorge, cela semblait être la bonne décision. Il avait gravi le K2, il s'était prouvé qu'il en était capable. Le fait qu'il ait choisi de vivre plutôt que de prendre un risque inutile, juste pour atteindre le point le plus élevé, semblait intelligent, mature et responsable. Nous avons souvent raconté des histoires de grimpeurs morts après avoir pris des risques inutiles, et les commentaires rappellent qu'ils auraient pu faire demi-tour pour survivre, comme Jorge l'a fait. Mais lorsque la nouvelle s'est parvenue à son partenaire d'escalade, Martin Ramos au camp de base, quelque chose s'est perdu dans la traduction. Voyez-vous, Martin voit la photo de Jorge et il semble qu'il soit au sommet. L'arrière-plan semble correct et Jorge a l'air triomphant. Alors, Martin commence à dire aux gens que Jorge a réussi à atteindre le sommet du K2. Les médias espagnols reprennent l'histoire. Jorge Egochiaga est l'un des rares à avoir atteint le sommet du K2 sans oxygène et l'un d'encore moins nombreux à l'avoir fait en solo. À son retour en Espagne, il est acclamé en héros. Pendant quelques jours, Jorge est l'un des alpinistes les plus célébrés au monde. Mais d'autres alpinistes au camp de base du K2 cette saison-là sont sceptiques. Les conditions étaient vraiment terribles. Plusieurs expéditions avaient dû abandonner leur tentative de sommet. Le temps était si mauvais que beaucoup pensaient donc que tenter d'atteindre le sommet relevait du suicide. C'est là que les choses empirent. Lorsque les journalistes commencent à demander à Jorge des détails sur son ascension, des photos du sommet, des données GPS, Jorge fait quelque chose qui suscite encore plus de soupçons. Il garde le silence. Il ne montre pas les photos, il ne partage pas les données GPS, il ne parle pas des détails de son ascension. Et ce silence pousse les gens à se poser des questions. Explorers Web et d'autres médias commencent à enquêter sur les affirmations de Jorge. Ils interrogent d'autres alpinistes qui étaient sur la montagne ce jour-là. Ils analysent les bulletins météorologiques. Ils découvrent des incohérences. Finalement, sous la pression croissante, Jorge avoue la vérité. Il admet qu'il s'est arrêté à 12 mètres du sommet à cause de conditions de neige dangereuses. Vous pourriez penser, il a clarifié ce qui s'est passé, problème réglé. Mais ce n'était pas si simple. Le silence de Jorge avait semé le doute, non seulement sur son ascension du K2, mais aussi sur tout son parcours d'alpiniste. Les gens se demandaient s'il avait vraiment gravi les autres sommets de sa liste. Le site web 82unders.com, qui tient les archives les plus fiables de l'alpinisme, en haute altitude, a retiré l'ascension du K2 de Jorge de leur base de données. Ils ont aussi conclu qu'il n'avait pas atteint les vrais sommets du Manaslu et de l'Annapurna. Jorge Egochiaga, qui avait autrefois été célébré comme l'un des meilleurs alpinistes de haute altitude au monde, s'est soudainement retrouvé qualifié d'imposteur. Tout cela parce qu'il avait choisi la voie la plus sûre. C'est ici que l'histoire de Jorge devient vraiment intéressante. Au lieu de fuir comme beaucoup l'auraient fait, Jorge a voulu prouver à ses détracteurs qu'il se trompait. Les années suivantes, il est discrètement retourné sur chaque montagne où on doutait qu'il ait atteint le sommet, gravissant de nouveau le Manaslu et l'Annapurna. Et en 2023, à l'âge de 57 ans, il est retourné au K2. Aucune controverse, photo contestée, ni question sur l'itinéraire ou le moment de son ascension cette fois. Jorge Egochiaga a atteint le véritable sommet du K2, accomplissant enfin l'ascension qui lui avait échappé 14 ans plus tôt. Ces deux hommes n'étaient pas des amateurs inexpérimentés tenant des propos absurdes. Christian Stengel et Jorge Egochiaga étaient ensuite tous deux de véritables alpinistes chevronnés et accomplis, qui avaient dû passer des décennies à bâtir leur réputation. Alors, qu'est-ce qui les a poussés à tout risquer ? Eh bien, il y a plus dans ces histoires. Christian était un athlète sponsorisé dont toute la carrière dépendait de l'achèvement de son projet 7 Second Summits. La pression était à la fois personnelle, financière, professionnelle et publique. Face au choix entre admettre l'échec ou mentir, le mensonge paraissait plus sûr. Le cas de Jorge est encore plus compliqué parce qu'il a en fait pris la bonne décision. Il a choisi sa vie plutôt que 12 mètres de terrain dangereux. Dans un sport où seul le sommet compte, sa sagesse a été vue comme un échec. L'obsession de la communauté des alpinistes pour la réussite absolue, où 12 mètres peuvent faire la différence entre un héros et un échec, crée un environnement où même les grimpeurs expérimentés se sentent poussés à mentir. Donc, la réponse, c'est la pression. Une pression écrasante, accablante.
La fraude sur le K2 est d'autant plus cruelle que, contrairement à l'Everest où des centaines de personnes atteignent chaque année le sommet, les ascensions du K2 sont rares et précieuses. Il y a moins de témoins, moins de documentation et plus d'opportunités pour que les mensonges passent inaperçus. Mais il y a aussi des héros dans ces histoires. Les enquêteurs du web ont passé des heures à analyser des photos et à démentir de fausses affirmations. Les autres alpinistes qui refusent de rester silencieux lorsqu'ils sont témoins de fraude. Les sites web et les organisations qui ont choisi la précision plutôt que le sensationnalisme. Depuis la révélation de ces grandes fraudes, la communauté des alpinistes a renforcé ses processus de vérification. Le suivi GPS est désormais la norme. L'analyse des photos s'est sophistiquée et les affirmations d'avoir atteint le sommet sont désormais plus scrutées. Mais peut-être plus important encore, on reconnaît de plus en plus que chaque ascension n'a pas besoin de se terminer au sommet pour être une réussite. Les histoires ne concernent pas vraiment la fraude en alpinisme. Elles parlent de ce qui se passe lorsque nous créons un système où seule la perfection est acceptable, où il n'y a pas de place pour les limites humaines ou le bon jugement. Le K2 ne se soucie pas de vos sponsors, de votre réputation ou de vos objectifs de carrière. Il juge chaque alpiniste avec la même indifférence brutale. La montagne tue aussi facilement les personnes qui vont trop loin que celles qui ne vont pas assez loin. Au final, Stengel et Egotiaga ont tous deux tiré la même leçon. Atteindre le sommet ne vaut pas la peine de sacrifier votre intégrité, et parfois, la chose la plus courageuse à faire est de faire demi-tour. La montagne sera toujours là, mais votre vie, votre réputation et votre tranquillité d'esprit ne le seront pas. Certains mensonges sont gravés dans la pierre, mais sur le K2, ils sont écrits dans la glace, la neige et le vent. Et la glace fond, la neige bouge, le vent change de direction. La vérité, comme le sommet lui-même, est patiente. Elle peut attendre. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.